Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'emprise, c'est un terme que l'on entend de plus en plus. Cela sous-entend que nous ne sommes plus aptes à décider vraiment tant la personne qui est en face de nous a pris le pouvoir sur nous. Alors, en compagnie de Samuel Dock, je vous propose de revisiter ce terme qui est peut-être utilisé un peu trop à tort et à travers. Déjà, je tiens à rappeler que l'enfant, lui, est forcément sous l'emprise de ses parents, puisque sans eux, il ne pourrait pas survivre. Ce qui signifie, et c'est important de le comprendre, que nous avons tous été plus ou moins sous emprise, au sens large du terme, bien sûr. Et ça indique aussi qu'il peut y avoir du bonheur d'être sous emprise. Et là, je pense particulièrement à l'état amoureux. Lorsqu'on est passionnément amoureux, eh bien, cette relation tellement charnelle fait que le moindre regard de notre amoureux nous met, si je puis dire, à sa merci. Alors, heureusement, normalement, notre amoureux ne va pas en profiter pour abuser de nous. Et je crois que c'est important de comprendre que l'emprise engage forcément une part de responsabilité de nous-mêmes, et donc c'est important aussi de comprendre que l'on peut, si l'on essaye d'être réellement responsable, ne pas tomber sous emprise. Alors avec Samuel Dock, on va essayer de mieux comprendre ce processus d'emprise, et puis bien sûr je compte sur vous pour témoigner, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Samuel Dock, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, vous avez beaucoup de patients. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent qu'ils ont été sous emprise, donc abusés, que ce soit sexuellement, professionnellement, financièrement. Je veux dire, on peut parler de l'emprise sous toutes ses formes. Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec ce que j'ai dit, qui n'est peut-être pas très politiquement correct? Ce n'est pas politiquement correct du tout, mais je vous rejoins d'une certaine façon, Brigitte. D'abord, il y a une personne qui vous donne tout à fait raison, c'est le psychanalyste Karl Abraham, qui disait qu'il existait une pulsion d'emprise dans les premiers temps de la vie, et qu'effectivement nous en gardions tous une certaine trace. En réalité, nous pouvons tous avoir une tendance ou une tentation de l'emprise. Le mot d'ailleurs vient de imprendere, et emprendere, ça veut dire prendre, entreprendre. Bien sûr que nous cherchons à nous saisir de certaines altérités. Nous vivons avec les autres, donc nous trouvons toujours un écho à cela. Et puis, dans l'amour fou, après tout, qu'est-ce donc qu'un état quasiment d'emprise? Certains amours nous rendent complètement dépendants de l'autre, et il peut y avoir quelque chose de grisant. Je suis aussi d'accord avec vous lorsque vous dites que le terme quelque part est devenu une sorte de terme valise. Qui excuse un petit peu tout, et ça aussi c'est vrai. Et je pense au travail d'Anne-Laure Buffet, que vous avez déjà reçu plusieurs fois, qui dans son livre L'emprise remet bien les choses à leur place en disant qu'il faut sortir quelque part de cette opposition systématique entre bourreau et victime, qui n'est en définitive personne. Sortir aussi de cette lexicologie contemporaine où tout à coup il y a certains signifiants comme ça qui reviennent, qui empêchent la pensée, et qui en réalité ne portent absolument pas d'aide aux personnes qui sont vraiment victimes d'emprise. C'est-à-dire qu'à force de voir de l'emprise partout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne la repère plus là où elle devrait être. Et ça, je pense que c'est un des mérites de ce livre. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisé dans la préparation de l'émission. C'est dans la collection Que sais-je. Dans la collection des Que sais-je, exactement. Anne-Laure Buffet, l'emprise chez Que sais-je. Très pratique parce que ça reprend certaines étapes extrêmement cliniques, tout à fait concrètes. Et ça permet un petit peu de sortir de ces discours pseudo-sociologiques où l'emprise serait un état qui dédouanerait tout et empêche vraiment, encore une fois, de réfléchir à ces nuances psychopathologique. Donc voilà, je suis assez d'accord avec vous, et j'espère qu'aujourd'hui on va réussir ensemble avec nos auditeurs à différencier l'amour de l'emprise, parce que ça c'est difficile, et c'est pour ça que cette émission est intéressante. C'est pas facile. L'amour de l'emprise, c'est-à-dire que de l'emprise qu'on accepte, et voire même qu'on désire et qui nous fait du bien, de l'emprise qui est toxique et qui est donc où on s'est fait avoir, si je puis dire, par quelqu'un qui nous a possédés. Alors voilà, et on pourrait dire que d'une certaine façon, je propose ça, Brigitte, et vous me direz ce que vous en pensez, nos auditeurs aussi, mais peut-être qu'on pourrait faire une différence nette entre l'amour et l'emprise. C'est que l'amour libère, on se sent, et moi j'écoute indépendamment des émissions auxquelles je participe, je vous écoute presque tous les jours, Brigitte, et vous le dites, l'amour nous rend libre d'être nous, libre de désirer. Je crois que vous êtes vous-même une femme libre de votre pensée. Dans l'emprise, c'est pas la même chose. Dans l'emprise, on est captif de la volonté de l'autre, on est
désubjectivé, c'est-à-dire qu'on perd quelque chose de notre humanité peu à peu, de notre liberté, de notre capacité d'entreprendre aussi, et peu à peu on se retrouve coupé des autres, coupé de notre désir, coupé de notre propre vie, alors avec certains mécanismes qu'on va détailler, que Anne-Laure Buffet évoque dans son livre, c'est-à-dire une culpabilité, quand on aime on ne culpabilise pas l'autre, une coercition importante avec cette idée par exemple qu'on ne peut pas se séparer de la personne, on n'a pas le droit de suivre sa propre trajectoire, on doit répondre à son commandement, et ça c'est pas la même chose, cette violence psychologique là est quand même très différente de l'état amoureux véritable dont vous parlez si souvent dans votre émission. Bien sûr. Et puis je crois aussi qu'il faut avoir une indulgence. On n'est pas tous égaux face à notre capacité à repérer quelqu'un qui nous met sous emprise. Il y a des personnes plus fragiles que d'autres, et c'est vrai que lorsqu'on est plus jeune aussi, on va peut-être plus facilement aussi se laisser avoir, si je puis dire. Et on sait. Là, évidemment, on pense aux personnes toxiques. On sait comment la personne qui nous met sous emprise a une façon de faire qui au début n'est pas remarquable. Absolument. C'est exactement ce que je me disais en venant au studio tout à l'heure. Je me disais qu'en réalité, si l'emprise n'est pas nuancée, subtile, si on est violent avec une personne, évidemment que s'il n'y a pas ce terrain de vulnérabilité, évidemment que s'il n'y a pas un certain bénéfice secondaire qui va être cultivé, évidemment que la relation d'emprise ne tient pas et que la personne fuit. Alors c'est pour ça Anne-Laure Buffet reprend toutes les étapes de l'emprise, et on va en reparler avec vos auditeurs aujourd'hui. Mais là encore je vous rejoins. Et puis il faut aussi rappeler que les relations d'emprise sont parfois très spécifiques, c'est-à-dire que c'est la rencontre de deux personnes qui va fonctionner de cette manière-là et qui va créer la possibilité de l'emprise, mais on ne sait pas si ces deux personnes avec d'autres conjoints n'auraient pas été dans ce même rapport d'emprise. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment ce sont nos histoires, nos psychés qui entre elles créent non seulement une relation d'emprise, mais aussi un véritable cadre d'emprise, toute une atmosphère, un environnement d'emprise. C'est à la fois l'action et l'environnement qui caractérisent l'emprise. Et je crois qu'on peut aussi peut-être évoquer quelques mots sur l'emprise aujourd'hui, qui est souvent sortie lors de relations sexuelles entre une femme et un homme, et la femme qui considère que en effet elle a été abusée et qu'elle n'est pas responsable puisqu'elle était sous emprise. Là aussi, attention, parce que qu'est-ce que ça signifie dans une relation de couple, dans une relation professionnelle. Méfions-nous, parce que c'est une belle manière de se déresponsabiliser, et le danger de se déresponsabiliser et de penser qu'on a été sous emprise, même si parfois c'est sa vérité et qu'on croit vraiment qu'on a été sous emprise, eh bien c'est de rester une victime et finalement de ne pas acquérir une liberté. Vous avez absolument raison, et puis je rappelle aussi que l'emprise a quand même des corollaires légaux. Quand on parle d'abus de faiblesse, quand on évoque des relations d'emprise, je suis absolument d'accord avec vous, et surtout c'est quand même un piège terrible. Mettons qu'à un moment une femme décide, ou un homme décide d'accuser une autre personne d'emprise et puis se dire ah ben, il a exercé une emprise sur moi. Comment va faire l'autre pour répondre et pour dire que c'était pas le cas, que c'était une relation qui était complexe, nuancée? Mettons que ce soit le cas ou que ce ne soit pas le cas, qu'il ait exercé ou pas une emprise. Comment on fait pour se défendre face à une telle accusation? Je veux dire, c'est quasiment impossible. Comment prouver les choses? Comment aller dans ce registre du psychiatrique, du psychopathologique et de l'expertise judiciaire? C'est là encore, c'est du ressort de la loi. Et c'est ce qui est très compliqué justement, c'est qu'aujourd'hui ce terme a surgi hors de toute proportion clinique, de proportion légale. C'est devenu une sorte d'accusation dont il est très très difficile de se libérer une fois qu'on a été concerné, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est un piège, mais c'est un piège. Alors on met peut-être celui qu'on accuse dans le piège, mais on se met aussi soi-même dans un piège, parce que finalement, à ce moment-là, ce sera à la loi de décider de notre sort, et finalement... on sait très bien comment, et heureusement encore, la présomption d'innocence existe, et donc ça risque d'être compliqué, évidemment. Absolument, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une autre référence que je voudrais citer aujourd'hui, c'est le livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, chez Grasset, parce que justement, dans cet ouvrage, qui est extraordinairement bien écrit, Eliette Abécassis montre bien comment en fait
justement, la loi dépend beaucoup des perceptions des personnes impliquées. Comment une victime peut collaborer à tout un système qui va la mettre à mal. Comment celui qui, à un moment donné, paraît monstre, en réalité est victime. Comment celui qui est victime est en fait monstre. Comment il faut sortir, justement, de toutes ces dualités. Et surtout, comment est-ce que tout un entourage, dans le cadre de situations d'emprise, va se retrouver mobilisé, pris, capté, littéralement. Donc c'est un roman, je pense, qui est vraiment utile pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une sorte d'explication incarnée, d'exemple vraiment clinique de ce que serait une situation d'emprise et qui peut mener effectivement à de très très gros dégâts conjugaux, familiaux, matériels. Donc voilà, 2 références bibliographiques. Oui, le roman est intéressant parce qu'elle... Tout au long du roman, on ne sait pas très bien où est la vérité, puisqu'on a deux personnes, un homme et une femme qui divorcent, et avec des témoignages de l'entourage, etc. Et on voit bien à quel point, dans tout ce qui concerne les émotions, les sentiments, la vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre, et c'est toute la question de l'emprise, évidemment. Et de la nuance, et c'est pour ça, je pense que le travail de l'écrivain est fondamental, c'est que il faut sortir un petit peu de ces dénominations qui nous enferment et se remettre à penser. Moi, j'apprécie ce que vous dites, Brigitte, quand vous invitez la personne à réfléchir indépendamment du cadre légal, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité de guérison, de rédemption ou de quoi que ce soit s'il n'y a pas ce travail critique un petit peu de ses propres conduites dans tout ça. S'il comprendre comment la personne s'est retrouvée dans cette situation d'emprise, ça implique vraiment qu'elle pense comment elle s'est positionnée aussi dans ce sujet. Bien sûr. Être acteur. Alors là aussi, je suis très impolitiquement correct parce que dans la vision contemporaine, on a toujours l'impression que tout à coup, les personnes ont été hypnotisées. Ça y est, les commandes ne répondent plus, elles n'ont plus de volonté propre. C'est quand même plus subtil que ça dans les faits, quand on regarde sur le plan clinique, vous voyez, c'est plus subtil. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, cette subtilité-là, avec vous, Samuel Doc, et avec Stéphanie, je crois, qui va témoigner dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. L'emprise, on en parle avec Samuel Doc, et c'est pas par hasard que je vous ai choisi pour aborder ce sujet, parce que c'est un sujet très délicat, et on va voir, je pense que grâce au témoignage qu'on va avoir, ça va permettre à tout le monde de mieux comprendre quand est-ce qu'on parle vraiment d'emprise et qu'est-ce que ça signifie. Et donc merci beaucoup Stéphanie de contribuer à ce sujet délicat. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Stéphanie. Allez-y, on vous écoute. Voilà, je voulais apporter mon petit témoignage. En fait, j'ai rencontré une personne il y a déjà quelques années. Je suis séparée de cette personne depuis 4 ans et demi. Et j'en garde encore, je vais dire, un peu les séquelles psychologiques. Oui. Voilà, avec beaucoup de difficultés de re-rencontrer quelqu'un. Enfin, bon, tout ce qui découle de cette relation. Et en fait, je me suis positionnée, puisque j'ai bien écouté Samuel tout à l'heure et même vous, et je me suis positionnée dans cette relation comme quelqu'un en demande quelque part d'affectif et d'amour. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous étiez, quand vous l'avez rencontré, vous aviez le sentiment d'être très aimé par cet homme. Ah ben oui. Et donc vous avez accepté cette relation, et sans vous rendre compte que petit à petit, il prenait de l'emprise sur vous. C'est ça. C'est ça. Moi j'étais célibataire, donc depuis 1 an. Et je n'avais jamais vécu, je vais dire, une relation aussi belle, aussi jolie, aussi épanouissante, avec des mots gentils tout le temps, des cadeaux, des bouquets de fleurs. La totale, ouais, la totale. Et donc, petit à petit, je vais dire, bon, au bout d'un an, au bout d'un an, j'ai décidé d'aller m'installer avec lui. Donc, j'ai tout quitté sur ma région. Je suis partie m'installer chez lui. Et c'est à ce moment-là que ça... Le piège se referme. Oui. Mais oui. Oui. Dès ce moment-là, j'ai senti... je sais pas comment expliquer, j'ai senti un grand vide autour de moi. Oui. Et voyez, Stéphanie, merci de ce mot, un grand vide. J'ai senti un grand vide, et je ne cesse de répéter, le corps ne nous trahit jamais. C'est à ce moment-là que vous auriez eu l'indice qui vous laissait
entendre que ça allait aller de pire en pire. Bon, après vous n'étiez pas préparé, vous n'étiez pas au courant. Enfin, je veux dire, on ne sait pas tout ça. Hein. Tu as été séduite. Oui. La séduction de l'emprise, c'est terrible. Hein. Et donc vous êtes, j'imagine, tombé sur une personne toxique et qui vous a tout doucement mangé, humilié, critiqué, dévalorisé. C'est ça, vis-à-vis de mon... Alors, bon, en plus, j'étais dans une région où je connaissais personne. Oui, il a fait le vide autour de vous pour pouvoir mieux... pour que vous soyez sa proie, hein, tout simplement. Alors, je vais pas dire qu'il a fait le vide parce que c'était un choix... Ça a été un choix de ma part, parce que je suis responsable quelque part, aussi. Oui, bien sûr. Non, mais on est forcément toujours un peu responsable, et c'est bien de le dire, Stéphanie. Mais là, en l'occurrence, on est d'accord, Samuel Doc, c'est l'emprise toxique. Absolument, avec cet aspect où tout à coup, parce que bien sûr que l'emprise, elle a sa force d'attraction. La première phase, la phase de séduction. Et là, vous, Stéphanie, vous en parlez. Vous dites c'était merveilleux. Il y avait des fleurs, il y avait quelque chose. Et on le dit parfois. On dit qu'ils repèrent que quelque part les personnes qui exercent une emprise repèrent une personne. Ils ont du flair pour cela. Vous parlez du corps, Brigitte, avec une grande justesse. On pourrait même parler d'instinct de mort. Et voilà, et quelque part, il vous avait repéré, il vous a séduit, il vous a fait miroiter qu'il y avait quelque chose tout à coup d'une vie possible, d'une vie meilleure. Anne-Laure Buffet parle de la promesse. Elle dit que toute emprise repose sur une promesse. Bah là, c'était le cas. Vous partiez avec cette personne dont vous nous parlez et vous plaquiez tout, si je puis dire, parce qu'il y avait cette promesse d'une vie heureuse et d'une vie meilleure, n'est-ce pas? C'est ça. Ah, ouais. C'est exactement ça. Et donc, étant dans cette région, ne connaissant personne, que certains de ses amis, bon, j'allais quand même parler à ses amis à lui, et j'avais l'impression que c'est moi qui devenais folle. En fait, j'avais l'impression d'être folle de décrire une personne qu'eux ne connaissaient pas, et je voyais bien leur désarroi. Je me dis, mais en fait, ils me connaissent pas, ils savent pas d'où j'arrive, avec ce que je décris sur leurs propres amis. Absolument. Comment est-ce qu'ils peuvent me croire, en fait? Et personne ne me croyait. Absolument. Personne ne me croyait. Mais oui. Mais il a été violent avec les mots, physiquement. Alors, il a été violent. Alors, il a commencé à être violent. Il a commencé à dénigrer très rapidement. C'est-à-dire, il fallait pas que je fasse comme ça. La façon dont je m'y prenais, c'était pas la bonne façon. Je me comportais pas bien avec telle ou telle personne de son entourage. Donc il donnait raison toujours aux autres en me dénigrant à moi d'une certaine façon. Oui. Et tout un tas, en plus il y avait tout un tas de petits protocoles. Je m'étais aperçue par exemple dans la maison, il m'avait dit dans la maison t'es chez toi, tu fais comme tu veux, tu mets ta patte dans la maison, etc. Et en fait je me suis rendue très rapidement compte que quand j'essayais de bouger quelque chose ou que je faisais c'était jamais bien. Le contrôle. Alors tout à fait. Même pas quelque chose qui n'était pas à l'ancienne, c'est-à-dire quelque chose je veux dire comme un protocole qu'il faisait avant. Il avait l'habitude de faire ça de telle manière, ça de telle manière. Et moi, avec la nouveauté, je bouleversais tout ça. C'est ça. Et quand je bouleversais, il passait derrière moi et il remettait à l'identique. Oui. Et des fois, je me disais, mais c'est toi. Non, mais peut-être que c'est toi qui déraille. Non, c'est très fort là. C'est très fort parce que quand on observe cliniquement vraiment, on parle des tyrans. Au-delà des personnes toxiques, on parle de personnes tyranniques. Effectivement, elles sont souvent dans un très 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 grand contrôle qui leur permet d'éviter de se confronter à des angoisses de perte. Ce sont des personnes qui ne savent absolument pas comment composer avec leur propre anxiété, qui n'accèdent pas à l'altérité, au vécu de l'autre. Ça, Stéphanie, vous le décrivez très bien. Le fait qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce que vous ressentiez, qu'au contraire, qu'ils se nourrissaient de cela. Et enfin, un point important qui m'a fait réagir, c'est le contraste qu'il y a. Ça, je le vois, j'ai une patiente actuellement qui me le décrit en séance. Le contraste qu'il y a entre la personne publique et la personne privée. Souvent, on va dire mais on ne comprend pas qui tu nous décris. C'est un vrai soleil. Il est tellement positif, il est tellement chaleureux, enthousiaste ou que sais-je encore que la personne qui vit l'emprise ne comprend même pas ce décalage-là. Est-ce que c'est ça, Stéphanie ?
C'est ça, il faisait ça également puisqu'il avait un poste à responsabilité. En plus, donc je veux dire, il faisait ça parce qu'après, bon, moi je me suis documentée au bout de quelques années, parce que j'ai pas vu tout de suite. Et en fait, je me rendais compte qu'il jouait, parce que quand on est à l'intérieur, on connaît les mensonges, les choses qui sont dites, qui sont fausses, etc. Et en fait, je voyais, il entraînait des gens bien placés, même dans le domaine de son travail. Il arrivait à rouler dans la farine, quoi, en fait. Absolument. Oui. Vous êtes resté combien de temps, combien d'années vous êtes resté avec lui? Je suis restée 8 ans. Oui, c'est énorme. Et qu'est-ce qui vous a fait permis de partir? Très bonne question. Alors, ça s'est accéléré. Alors, je pleurais beaucoup. C'est une période où je pense que j'ai jamais, pas, comme je vous ai dit, pas la première année avant de mettre le pied chez lui, mais j'ai beaucoup pleuré durant ces 7 années, énormément. Au point des fois d'être sans force, plus la force de pleurer. Tellement je pleurais, j'avais plus la force de pleurer. Comme si mon cœur il allait s'arrêter, en fait. Et qu'est-ce qui vous a donné la force quand même de partir, justement? Eh bien, j'ai mis le doigt sur le fait qu'il me trompait. D'accord, c'est ça, ça a été le déclic qui vous a dit, vous a permis de dire ce coup-ci, il faut que je me sauve. Oui, oui. Oui. D'accord. Oui. Et c'est ce qui a fait éclater. Et ça a été facile pour vous de partir, et il vous a laissé partir, ou ça a été compliqué? C'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti, d'accord. Ouais. Donc on n'est pas avec un vrai pervers narcissique, mais on est quand même avec quelqu'un de particulièrement toxique, évidemment. Absolument, parce que c'est vrai qu'une vraie personnalité narcissique ne lâche jamais son objet. Mais il a retrouvé quelqu'un, puisque je sais que. Oui, bien sûr. Il a retrouvé avec sa capacité à séduire la première année, c'est sûr c'est facile pour lui de retrouver quelqu'un. Tout à fait. Je crois. Là, c'est pas l'amour. Voilà. Là, non, c'est pas ça l'amour. c'est clair. Mais je crois que Stéphanie, il faut pas désespérer. Vous avez besoin de retrouver un petit peu plus confiance en vous. Ce que je peux quand même dire, c'est que très souvent, quand on a eu ce genre d'expérience, le prochain qui pourrait être comme ça, on le repère. Ah, vous croyez, Brigitte? Oui, je crois. Surtout si on fait un travail, on a quand même parce que quelque part, si vous réfléchissez un petit peu, Stéphanie, c'était pas trop beau pour être vrai au début? Je me suis dit ça en premier, et ensuite je me suis dit mais en fin de compte tu te poses trop. Non, mais en premier, vous vous êtes dit ça. Quand on se dit ça, quand c'est la première phrase qu'on se dit, c'est que c'est vraiment trop beau pour être vrai. Cette petite intuition du tout début, elle est importante surtout. Et je le dis pas pour vous, parce que vous êtes passé par là, et là je crois que la prochaine fois, s'il y avait encore ça, vous le repéreriez. Je le dis pour tous ceux qui nous écoutent. La petite première impression, c'est pratiquement toujours la bonne. En amour, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphanie. Merci pour votre courage. Et le Love Conseil du jour, à quoi reconnaît-on une relation toxique, Samuel Doc? Qu'est-ce que l'emprise? On en parle aujourd'hui avec Samuel Doc. Vous avez le sentiment d'avoir vécu l'emprise dans une relation? Venez apporter votre témoignage. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, je vous propose de réagir bien sûr à ce Love Conseil qui est important. À quoi reconnaît-on une relation toxique? Je dis bien une relation, je ne parle pas d'une personne toxique. Parce que dans une relation, il y a forcément des moments difficiles. Ça ne signifie pas forcément que la relation est négative pour nous. Ça, c'est déjà très important. Alors, à quoi on reconnaît qu'elle est réellement toxique? Et donc, si elle est toxique, il faut mettre le fin à cette relation au plus vite, parce qu'une relation toxique, c'est forcément une histoire qui va nous faire du mal et qui va détruire à la fois notre confiance en nous et notre capacité à aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Alors c'est vrai que comme vient de le dire Stéphanie, souvent la relation ça démarre assez bien et ça se dégrade au fur et à mesure. Et donc il y a plusieurs points qui laissent à penser qu'on est dans une relation toxique. Déjà lorsqu'on est de moins en moins joyeux, lorsqu'on perd un petit peu le goût de vivre.
Et quand on n'a plus trop envie de voir nos amis, comme si, même si c'est pas l'autre qui nous en empêche, comme si tout d'un coup on ne pouvait plus voir que notre chair et tendre qui nous a mis sous emprise. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. La désocialisation, oui. Donc on se sent de plus en plus seul et surtout de moins en moins capable, et c'est vrai ce que disait aussi Stéphanie, hein, de plus en plus fragile, faible, avec une sorte de perte de force. On se dévalorise souvent aussi, donc là en effet on est certainement avec quelqu'un de toxique. Et c'est aussi l'impression que l'autre finalement a peut-être raison et que donc soit on n'est pas quelqu'un de bien, soit on est peut-être un peu fou. Enfin, Stéphanie l'a dit aussi ça. Hein. Et puis je crois que la plupart du temps, ça se fait très très doucement. Et ce qui est important à ce moment-là, j'ai envie de le dire, c'est d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute, parce que c'est avec un thérapeute qu'on pourra vraiment éclaircir ces zones qui nous paraissent un petit peu grises et qu'on ne sait plus très bien comprendre. Absolument, Brigitte, et je vous ai écouté avec attention, on pourrait presque appeler ça, je vous propose la règle des 4D. Dépression, désocialisation, dévalorisation et déréalisation. C'est exactement la règle des 4D, je viens de l'inventer, avec ce que vous venez de nous dire. Alerte rouge lorsqu'il y a ces 4D, alerte rouge. Et peut-être qu'on peut donner quelque chose aussi à ceux qui nous écoutent. Si vous avez un ami, une amie ou quelqu'un de votre famille qui prend un peu ses distances et qui a l'air de pas aller très très bien, là il y a peut-être de votre part une responsabilité à aller vérifier si justement cette personne n'est pas en train de tomber sous emprise. Et à ce moment-là, je dis pas qu'il faut la réveiller parce que la personne n'est peut-être pas apte à comprendre tout de suite, mais en tout cas essayez de maintenir le lien. Absolument. Pour que si jamais elle a besoin de vous, vous soyez présent. Ah, très bien dit. Et puis alors, il faut avoir aussi un peu de jugeote de ce côté-là. Et bien sûr que si vous vous faites du souci pour une personne maltraitée, ne parlez pas de cela devant la personne que vous pensez maltraitante. Hein. Réfléchissez, parce que ça, j'ai déjà eu le problème. En consulte, faites attention à ce que vous dites. N'hésitez pas à créer un cadre contenant, doux, pour la mettre en confiance, pour lui dire que voilà, dans un café ou que sais-je, mais dans ces cas-là, on est tellement parfois aliéné qu'il faut vraiment se décentrer en fait du lieu et du lien avec la personne toxique. Absolument d'accord, Brigitte, on est raccord. Olivia est avec nous. Bonjour Olivia. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Olivia. Bonjour. Oui, je souhaitais témoigner parce qu'effectivement, j'ai également fait les frais malheureusement d'une relation toxique pendant une dizaine d'années. C'était il y a longtemps maintenant, donc c'est intéressant de se repencher sur ça avec le recul, où j'ai continué à progresser en fait chaque jour à partir de cette séparation, qui a été une vraie délivrance et une vraie renaissance. Ah, chouette. Pour moi. Ouais, j'ai un discours qui est très positif aujourd'hui. Le chemin a été très long. Je souhaitais vraiment témoigner pour expliquer aux femmes. Alors chaque histoire bien sûr est différente et chaque histoire est personnelle, mais je pense qu'il y a certains recoupements qu'on peut retrouver, ou en tout cas, moi je souhaitais raconter un petit peu, bon, je ne veux pas détailler cette relation toxique parce que ce serait lui accorder beaucoup trop d'importance à cette personne. Cependant, les violences étaient psychologiques, pas physiques. Oui. Il n'y avait jamais une engueulade. En fait, moi je ne m'opposais pas. J'étais très passive et j'étais à l'époque dépendante affective. Ce qui a quand même beaucoup joué sur la longueur de cette relation qui aurait dû s'écourter bien avant. Mais ce qui a été très sournois, je trouvais très destructeur, ça s'est fait petit à petit sur une multitude de petites choses. Je pourrais donner quelques exemples après. Et ce qui a fait qu'au final, au fil des années, ça m'a complètement dépersonnalisée. Donc déjà, je ne savais plus qui j'étais. Et surtout, j'avais une dévalorisation qui était tellement constante au fil des années, sur une décennie, c'est vrai que c'est quand même très long, que je restais parce que c'est affreux ce que je vais vous dire, mais je restais parce que j'étais intimement convaincue que personne ne voudrait de moi. Absolument. Et ça, quand je vous le dis là, ça me choque encore plus qu'auparavant. Oui. Parce qu'il y avait des petites prémices en moi qui me disaient mais non t'es pas nul, mais non t'es formidable, mais j'arrivais pas à m'en convaincre suffisamment
pour avoir la force de partir. Oui. Et c'est là où l'entourage en fait est très important, parce que tant que j'étais en relation avec cette personne, tout le monde se taisait, personne ne disait rien. Ils assistaient à des scènes irrespectueuses, etc. Et par contre, le jour où j'ai décidé de partir, là, les langues se sont déliées et tous les masques sont tombés. En fait, la parole s'est délivrée. Et mes amis m'ont donné leur avis, et là, ça a été le retour à la réalité a été très brutal, presque plus difficile que la relation en elle-même. Parce que je comprenais qu'en fait, j'avais laissé passer des choses que je me rendais absolument pas compte. Tellement j'étais convaincue que lui avait raison. Vos amis vous ont pas mis en garde quand même pendant Jamais. C'est curieux quand même. C'est ce qu'on entend quand même beaucoup dans plein d'histoires, hein, pas uniquement d'ailleurs des histoires comme l'emprise, mais cette sorte de on voit, mais on ne fait rien. Ah bah oui. Et dans toutes les situations de maltraitance, il y a cette notion. Enfin, je trouve que c'est presque un peu lâche, comme si vous ouvrir les yeux, c'était peut-être perdre votre amitié, quoi. Possible. Après, c'est un peu délicat. Je sais pas comment j'aurais réagi à la place, mais je pense que de toute façon, j'aurais pas entendu. Ça, c'est possible. Mais c'est fort possible. Mais au moins, ça aurait été dit. Remarquez, peut-être que certains vous l'ont dit et que vous ne l'avez pas entendu. C'est possible. C'est possible. Je me souviens pas, je pense pas, mais ouais. Et même après, quand mes amis qui ont été d'un très grand soutien et qui m'ont aidé à me reconstruire, bon, j'ai fait une analyse pendant 8 ans aussi, puisque aussi le deuxième témoignage que je souhaiterais apporter, c'est que tout ça n'a été possible le côté toxique en fait n'a pu être possible que parce que j'avais en moi en fait des blessures d'enfant dont je ne m'étais absolument pas occupée. Et qu'effectivement, quand les masques sont tombés, je me suis rendu compte que j'étais pas responsable. Enfin, c'est pas que j'étais pas responsable. Alors, si, je me suis sentie responsable au moment où je suis partie, dans le sens où j'ai repéré très vite le mécanisme. Je pouvais pas l'expliquer, mais j'avais repéré que j'avais laissé passer des choses que j'aurais pas dû laisser passer. Donc, je me suis sentie actrice en fait quelque part par ma passivité. Et ça, j'ai beaucoup de mal à me le pardonner. Et ça a été le plus difficile. Parce que je m'attendais pas à prendre le bus en fait en pleine face. Oui. Mais vous venez de dire un mot important. Vous n'êtes pas forcément responsable, mais actrice. Et c'est peut-être c'est pas tout à fait pareil. Hein. Il y a quand même une différence. Aujourd'hui, vous seriez responsable parce que vous avez avancé sur vous-même, et à l'époque, vous n'étiez pas encore capable d'être responsable en quelque sorte. Hein. Il y avait on va dire qu'il y avait une immaturité qui fait que vous pouviez tout à fait tomber dans les griffes de cet homme. Il y a un point aussi qui est important dans votre discours, et je pense qu'il parlera beaucoup à nos auditeurs, c'est la question de la volonté. C'est-à-dire que quand on vit une relation pareille, on ne sait absolument plus ce qu'on veut pour soi, on n'arrive plus à se projeter vers l'avenir. On est dans des états, je lisais Anne-Laure Buffet qui dit que les personnes qu'elle reçoit en consultation disent souvent « je ne sais pas, comme tu veux ». Voilà, elle écrit noir sur comme tu veux. On se remet au désir de l'autre. On ne sait plus désirer pour soi. Et ça, c'est très dur, parce que comment faire pour se libérer dans ce contexte-là? Puisqu'on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait pas où on va. Et c'est ça aussi la violence terrible de l'emprise. Oui, parce qu'en fait, je me souviens très bien, bon, du coup c'est il y a 15 ans, mais comme si c'était hier, je me souviens très bien de ce sentiment de page blanche. Ce qui est difficile quand on essaye de renaître ou de se reconstruire, c'est que souvent quand même les idéaux sont quelque chose qui... Et là, il n'y avait plus aucun idéal, c'est-à-dire qu'il m'avait donné tellement une image de la vie négative et mortifère, en fait, que je ne pouvais même pas imaginer un ailleurs mieux, meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement, c'est très clair. Ça, c'est très déprimant, ouais. Oui. Et j'ai une espèce de force de vie qui a fait, et aussi des amis qui étaient très positifs, très solaires, et avec des beaux exemples en fait, que je continue à rencontrer des nouvelles personnes très solaires. Je pense qu'on attire aussi les gens de comment ce qu'on vibre. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même autour de moi, les gens que je peux rencontrer, les couples merveilleux, j'ai eu des relations, j'ai eu la chance de rencontrer l'amour aussi. Et des belles relations saines, en fait, partout autour de moi, que ce soit dans mon travail, etc. Moi, j'ai eu fait du tri, certes, mais la psychanalyse m'a permis vraiment de repérer l'ampleur du problème, qui était énorme de mon côté, en fait, aussi quand même, et de me guérir, déjà, mes blessures d'enfant, pour plus être dans cette dépendance, cette quête d'amour à n'importe quel prix, qui était le mien. Et de comprendre ces mécanismes,
de me les approprier et de soigner en fait ces blessures-là, ça m'a permis d'interagir avec les gens de manière totalement différente, même dans mon travail d'ailleurs, où j'avais plus ce besoin vital, existentiel de reconnaissance et d'amour, parce que à l'époque j'étais incomplète et je me suis remplie de moi-même et par moi-même, un petit peu aussi avec l'extérieur, mais aussi par le fond de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous étiez capable de vous aimer vous-même en fait. Vous vous rendez compte que qu'on pouvait vous aimer. Olivia pouvait être aimée. C'est ça. Et j'ai mis 15 ans avant de réussir à m'aimer complètement, dans même mes défauts, et ça m'aura pris 15 ans après, quoi. Donc c'est un chemin qui vaut la peine d'être vécu. Au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'hyper équilibré, d'hyper épanoui. J'ai accompli des grandes choses depuis, parce que j'étais persuadée d'être bonne à rien, parce que c'est ce qui me disait longueur de journée. Et j'ai réalisé des grandes choses, des grands projets sportifs, professionnels, artistiques. Et je suis très fière du chemin parcouru. Vous pouvez. Et merci, parce que ce témoignage montre qu'on peut, on peut s'en sortir bien, et ça va rassurer Stéphanie qui a témoigné juste avant vous. Mais je crois qu'il faut aussi dire une chose qu'on répète souvent dans cette émission, c'est les personnes toxiques choisissent souvent des belles personnes de toute façon, qu'ils ont plaisir à vampiriser, mais ils choisissent des belles personnes, dont vous étiez certainement en effet très... Comme ça avant. C'était comme ça avant. Oui, mais un peu naïve, un peu immature, aveuglée par le masque du méchant, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs que, attention, l'emprise ne s'exerce pas toujours par des personnes flamboyantes qui réussissent. Par exemple, on observe aussi parfois des situations d'emprise de personnes qui ont l'air d'être très déprimées, très mélancoliques, qui vont jamais bien. Et voilà, et c'est toujours de la faute de l'autre. Et quoi que l'autre fasse, eh bien, ça ne va pas. Et ces idées sont idiotes, mais regarde comme je vais mal, regarde comme je souffre, et tu es nul, et tes interventions aggravent mon mal-être. C'est pas toujours des personnes flamboyantes, il y a aussi des personnes très très sombres, et qui, dès qu'elles commencent à avoir quelques accomplissements narcissiques, hop, n'ont plus besoin de cette emprise-là. Ça va être, je ne sais pas, l'obtention d'une promotion, d'un prix ou quoi que ce soit, et là, tout à coup, mystérieusement, la personne n'est plus déprimée. Et tant qu'il n'y a pas cette renarcissisation, la victime, entre guillemets, continue de subir ça et de subir les reproches, les critiques. Donc c'est très dur. Et c'est pour ça que cette émission-là, je pense que nous faisons aujourd'hui est très utile. C'est que faut repérer tout ça. Merci beaucoup Olivia en tout cas, et bravo à vous. Oui. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Alors on parle de l'emprise, et pour l'instant on a eu 2 témoignages sur l'emprise amoureuse, enfin en tout cas amoureuse, c'est même peu de le dire. Moi je pense qu'on pourrait, si vous avez été sous emprise professionnelle, si vous avez été sous emprise avec un gourou par exemple, c'est quelque chose de, même avec un thérapeute, il y a des psys qui gardent leurs patients pendant des années, parce qu'ils ont de l'emprise et ils sont contents de le garder pour des raisons financières souvent d'ailleurs. Véronique est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour. J'ai appelé pour témoigner d'une expérience. Merci. Belle et en même temps tellement destructrice. J'ai eu une relation avec un homme avec qui, comme disait Stéphanie, c'était merveilleux. C'était vraiment l'amour fou. Sauf que j'avais l'impression que c'était partagé, mais c'était vraiment une belle comédie, en fait. Et on est allé jusqu'à habiter ensemble. Et à partir du moment où on a habité ensemble, ça c'est devenu vraiment toxique. Les 2 moments qui font justement basculer la relation, c'est soit en effet lorsqu'on se met à vivre ensemble sous le même toit, ou alors quand la femme tombe enceinte. C'est vraiment les 2 moments clés. Et là, la personne toxique a l'emprise nécessaire, parce que vous êtes dépendante. Oui, puis moi, ça a été quand même beaucoup plus loin. C'est que j'ai créé une entreprise et que, au bout d'un moment, un vendredi, il est arrivé en me disant j'ai démissionné, à partir de lundi, je travaille avec toi.
Ah oui, Et oh là là. je me suis pas du tout sentie lui dire non, même si j'en avais envie. Et alors là, après, il y a Mais eu pourquoi Parce que vous aviez peur de lui ou parce que vous vouliez pas le décevoir? Les deux, en fait, je voulais pas le décevoir, puis en même temps, c'était quelqu'un qui prenait tout le temps plus sur moi. Donc déjà, vous étiez déjà avec une petite peur, pas complètement formulée, mais en tout cas qui était présente. Voilà, c'est ça. Et comme je l'aimais énormément... Ça c'est aussi un signe. Au début, il y a un peu de peur, donc c'est pour ça qu'on se tait, c'est pour ça qu'on n'ose pas répondre, et c'est important de le signaler pour ceux qui peut-être nous écoutent et sont dans une relation qui débute. Absolument. On se remet en question. Moi, je l'aimais énormément, donc je mettais tout ça sur le fait que je lui donnais peut-être trop d'amour. Non, ça c'est pas comme ça que ça marche. Là, je vous rassure tout de suite, Véronique, non. Je me permets, je vois Brigitte sourire, elle sait ce que je vais dire, elle me connaît. Non, vous donniez pas trop d'amour. C'est juste que dans ce type de relation, il n'y a jamais de lien de réciprocité. Voilà la vérité. L'émission d'aujourd'hui, c'est différencier l'amour de l'emprise. Dans l'amour, quand on aime, c'est pour aimer l'autre, c'est pour qui il est, c'est pas pour obtenir quelque chose en retour. Et surtout, dans les situations d'emprise, vous allez l'écouter 10 minutes, il va vous écouter 10 minutes au sortir d'une journée. Et par contre, vous devrez l'écouter pendant des heures, se plaindre, etc. Vous voyez, il n'y a jamais de rapport égal. Ça vous parle ce que je dis là? Ça vous parle? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que pourtant, on m'avait prévenu des gens qui habitaient le même village. J'ai même reçu des lettres anonymes qui me disaient « Attention, c'est une personne toxique ». Et j'ai pas voulu croire. J'ai dit les personnes sont jalouses, etc. Et j'ai pas écouté. Et c'est allé jusqu'au point où on a fait grandir l'entreprise. Et un matin, il m'a pris mes actions de l'entreprise. Et un matin, je me suis retrouvée à la rue. Je me suis retrouvée sans maison. C'est en plus un escroc, donc à la fois. Exactement. Exactement. Et je me suis retrouvée sans rien en 2017. Ça a été une épreuve très très difficile. J'ai connu la rue. J'ai remonté. J'ai fait des tentatives de suicide. Mais au bout d'un moment, je pense que l'instinct de survie, j'ai retrouvé un appartement, j'ai retravaillé, j'ai rouvert une entreprise, mais ça a quand même laissé énormément de séquelles sur... je me sens pas sûre de moi en fait. Oh, ça fait combien de temps que 2017 vous m'avez dit C'est pas encore, c'est peut-être pas encore complètement cicatrisé, mais quand même avoir réussi à remonter une entreprise alors que vous vous êtes retrouvé à la rue, franchement, ça veut dire qu'il y a quand même chez vous une capacité de résilience exceptionnelle, Véronique. Oui, c'est sûr. Une pulsion de vie. Je crois que vous étiez vraiment tombé sur quelqu'un. En plus, comme vous dites, tout le village était au courant, donc cette personne avait, c'est vraiment le diable que vous avez rencontré. Donc, arriver à... C'était très dur, à la fin, à l'entreprise, quand des clients venaient, ils disaient non, vous adressez pas à elle c'est qu'une employée, elle sait rien. J'étais humiliée et je souffrais énormément. J'arrivais pas à le quitter. Et le matin où il m'a dit pars, j'ai dit je pars. J'ai tout laissé. Je savais que je laissais tout. Mais je dis je mentais, c'est trop dur. Voilà, c'est ce que je disais en préambule, c'est que l'amour protège et rend libre, et là, ça vous a rendu captive et vulnérable. C'est terrible ce que vous avez vécu, terrible. Et j'espère vraiment que les personnes qui utilisent les mots emprise à tout bout de champ dans les médias ou autres écoutent les témoignages que nous avons aujourd'hui pour relativiser leur posture, parce que là, Véronique, c'est un enfer ce que vous nous décrivez. Oui, c'était... Véronique, ce qui peut-être peut vous aider, parce que quand même vous avez su remonter malgré tout, et vous étiez en dessous du niveau de la mer, parce que se retrouver SDF alors qu'on a créé soi-même une entreprise, essayez de travailler sur vos blessures d'enfance à vous, parce que si cet amour, ce sacrifice d'amour que vous avez donné à cet homme, il parle de vous là, voyez. Alors en fait, oui, je suis suivie par un psychiatre, et en fait, mon schéma, c'est de vouloir toujours donner le meilleur, et qu'on me demande que le meilleur. On me demande des choses, et du coup, je suis tout le temps dans cette position
où je dois donner le meilleur. Enfin, oui, et ça, c'est votre enfance qui vous a dressé comme ça, si je puis dire. Hein. C'est ça. Ah, voilà. Mais bon, j'avoue, je dois beaucoup aux hôpitaux qui m'ont beaucoup soutenue et m'ont permis de revoir devant, en fait, de pouvoir voir devant. Alors là, maintenant, il va falloir donner le meilleur de vous à vous-même. Oui, hein? c'est ça. On est d'accord. Hein? Je suis encore fragilisée. Honnêtement, je me sens... j'ai fait beaucoup de chemin, oui, mais je me sens très fragilisée et c'est ce sentiment d'avoir été... En fait, je me sens comme... il m'avait trahi, en fait. C'est la trahison qui m'a... d'avoir été ce qui n'était pas et de m'avoir fait subir ça. Je trouve qu'on ne peut pas faire ça. Même beaucoup de gens que je connaissais m'ont dit mais on peut le faire, mais de façon élégante si on veut avoir une rupture. C'est pas... Non mais Véronique, c'est facile pour les autres de juger aussi. Ils n'ont pas été à votre place. Hein. Non, Véronique, vous avez eu affaire à quelqu'un, un pervers, un escroc, qui a su totalement vous trimballer et qui avait repéré chez vous cette faille et ce que j'essaye toujours de répéter, c'est que en tant qu'enfant, on a besoin d'amour et de sécurité. Et si on n'a pas eu la chance d'avoir tout ça, eh bien, on est très 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 fragile. Et c'est l'amour, c'est dans l'amour qu'on est le plus fragile, puisque justement, on a manqué d'amour et on a manqué de sécurité. Et l'amour, dans une belle relation, ça apporte l'amour et la sécurité. Et c'est en ça qu'une relation n'est pas toxique quand on se sent en sécurité avec l'être qu'on aime. C'est important de le dire. C'est tout simple, en fait. La peur est un indice. Je suis d'accord avec vous, Brigitte. Je me permets de vous donner cette petite piste, Véronique, en complément de ce qu'a dit Brigitte. Ce qui peut être pas mal, enfin, j'ai des patients qui ont vécu des choses similaires au drame que vous avez traversé, c'est parfois l'art-thérapie. C'est-à-dire que quand on a été comme ça réduit à moins que rien, que ça a été violent, une œuvre, que ce soit de la poterie, que ce soit de la sculpture, de la peinture, refaire quelque chose aussi avec les mains et se rendre compte qu'on arrive à créer quelque chose de beau, à le mettre sous le regard d'autrui. Alors parfois c'est quasiment toujours en groupe, avec un acte de créativité, on reprend aussi quelque chose de la main sur l'existence. Peut-être que ça peut être une voie pour vous, indépendamment de votre travail psychothérapeutique. Voilà, l'art sauvera le monde, Dostoïevski avait raison. Et votre nouvelle entreprise que vous avez créée, ça c'est aussi quelque chose qui doit vous donner confiance en vous. Une belle fierté. Oui, surtout qu'il y a une partie artistique aussi. Ça fait plaisir à entendre. Voilà. Vous nous redonnez le sourire. Voilà, non, mais c'est vrai que je souffre, j'ai souffert, je souffre encore, mais bon, ça n'a rien à voir. J'ai quand même ce fil conducteur devant de vivre, en fait, c'est ça. Je ne veux pas survivre, je veux vivre. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir, Véronique, d'avoir été trahie parce que vous dites je souffre encore beaucoup. Oui, c'est d'avoir été trahie, d'avoir donné tellement, en fait, sans filer, en fait, sans jamais avoir de barrière. Il n'y avait rien de trop, c'était... Oui, mais Véronique, cette capacité de donner, c'est à vous, c'est votre qualité, c'est votre générosité, donc ça vous l'avez gardé. Après, vous serez, je crois qu'il faut pas vous tromper. Je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est d'arriver à faire le deuil à la fois de cet idéal d'amour qui vous a fait tomber dans les griffes de cet homme, et puis toute cette énergie quand vous avez monté votre entreprise. Tous ces biens qui vous ont été pris. Mais je crois que c'est ça qui fait souffrir. Je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus sur ce qui nous fait souffrir, parce que sinon, en thérapie, peut-être qu'on avance moins bien. Je suis absolument d'accord, et gardez aussi pour nos auditeurs l'idée que souvent les personnes toxiques, perverses, ne font preuve d'aucune gratitude. Il y a cette notion alors bien sûr de loyauté, telle que vous l'avez décrit, Véronique, mais aussi de la gratitude. Vous voyez que là, il n'y en a aucune. C'est repu, pas de gratitude. Un indice encore. On continue à évoquer l'emprise dans cette deuxième heure. À tout de suite. Vous avez peut-être vécu l'emprise en amour, en famille ou au travail. On en parle aujourd'hui avec Samuel Doc. Venez participer à l'émission. Notre standard vous attend. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Samuel Doc est avec nous et je rappelle votre dernier livre, L'enfant thérapeute, aux éditions Plomb, où vous racontez vous aussi votre enfance désastreuse, osons le dire, et donc vous êtes devenu, grâce peut-être à cette enfance désastreuse, un excellent thérapeute, puisque vous êtes capable d'entendre et de comprendre à quel point on est fragilisé lorsqu'on n'a pas eu une éducation suffisamment bonne. Absolument, oui. J'en ai beaucoup souffert. Et puis, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, alors que j'en parle dans le livre, mais moi, je n'ai connu ma mère que sous emprise. Mon père a exercé une emprise terrible sur ma mère. Elle ne pouvait pas être libre de quoi que ce soit, de ses dépenses, de ses sorties. Enfin, c'était un enfer à vivre. Et par la suite, elle n'a rencontré que des hommes de ce même acabit, parce qu'elle n'avait connu que la maltraitance. Voilà. Et dans son corps, il y avait quelque chose qui parlait douloureusement et qui ne connaissait que cette brutalité-là. Oui. Oui, et je parlais tout à l'heure dans la première heure du corps, du corps qui ne ment jamais. Oui. Mais il est certain que quand le corps a été maltraité durant l'enfance, en tout cas pas respecté, c'est plus compliqué parce qu'on a évidemment on a un peu, c'est presque un peu normal que le corps nous dise fais attention, c'est dangereux, etc. C'est très bien dit, très bonne analyse et l'analyse que vous faites est même légèrement différente de celle des psys qui ont tendance, mais complémentaire, et c'est pour ça que je trouve que c'est précieux ce que vous dites, qui explique que quand on n'a pas eu de sentiment de sécurité intérieure, on ne peut choisir plus tard que la passivité face aux figures agressantes. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, malheureusement. Mais ça s'apprend, ça s'apprend de se réapproprier son corps. Ce sera d'ailleurs le sujet demain avec Bruno Clavier, suite à des abus sexuels, comment on se réapproprie son corps. Mais ça pourrait être aussi notre sujet aujourd'hui. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Delphine. Donc moi je voulais témoigner aussi, surtout pour prévenir les personnes qui vivent l'enfer, de partir au plus vite en fait. Avoir le courage de partir le plus vite possible, parce que rien ne s'arrange quand on vit une relation tiraillée. Non, rien ne s'arrange et on perd tout doucement sa force et sa capacité de partir. Donc, mais bon, malheureusement, on sait que c'est très long, comme s'il y avait une sorte d'hypnose. Je sais pas comment on appellerait ça. Une hébétude, c'est vraiment un état d'hébétude. C'est le terme de confusion mentale, bien sûr. En fait, moi, je me rendais pas compte que j'étais dans une relation toxique. Je ne connaissais pas le mot emprise. Je suis tombée de haut quand j'ai réalisé tout ça, parce que quand on est empathe, en fait, on trouve toujours des excuses à son compagnon. Donc moi, j'étais plutôt, si ça va pas, aime-le davantage, donner, toujours donner, en fait, et finalement, ça n'allait jamais. Quoi que je fasse, absolument. C'est jamais suffisant en fait. Et puis à force, on est toujours dénigré, on perd sa joie de vivre. Tout est lourd. Rien n'est léger. Très bien dit. Alors Delphine, c'est ce que vous dites et c'est ce qu'on a entendu déjà dans les témoignages dans la première heure. Et voyez moi, ça me fait réagir parce que je crois que il faudrait que tous les enfants, on leur apprenne à se respecter et à partir de ce moment-là, personne ne pourrait tomber sous emprise. Mais malheureusement, c'est bien parce que vous n'avez pas été respecté en tant qu'enfant que vous n'avez pas pu vous respecter dans cette relation. Moi, je souris en écoutant Brigitte, parce que figurez-vous que déjà en 1939, Freud disait la même chose. Déjà, c'était 1929, pardon. Déjà la même chose. Et vous voyez, on est en 2025, même problème sur l'éducation des enfants et sur cette mauvaise équation entre sécurité, bonheur, angoisse. Vous voyez, il n'y a pas d'éducation émotionnelle de ce côté-là. Donc, oui, et aujourd'hui, on entend des parents qui adorent leurs enfants, qui les adorent tant qu'ils ne savent même plus faire preuve d'autorité. Plus de limites. Mais aimer, adorer, c'est pas respecter et apprendre à l'enfant à se respecter. Je crois que c'est vraiment ce mot qui, à mon avis, suffirait et qu'on n'aurait pas besoin de remettre le mot emprise ou consentement dessus. Bien sûr, et puis ça va avec le respect, des autres et ça se joue au quotidien tout le temps et c'est l'exemple qu'on donne aussi. Oui. Et aussi ce qui est perturbant aussi, et ce qu'on peut découvrir
et comprendre, c'est que le narcissique, en fait, il a besoin de dominer. Et c'est toujours lui, vous l'avez dit en début d'émission, mais c'est vrai que l'emprise, c'est vraiment la domination, quoi. Dominer à tout prix, et donc écraser l'autre, ou alors lui prendre son énergie, lui prendre sa joie de vivre. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aussi, Delphine, ces personnes-là, ce sont pas des gens qui sont des gens forts, capables de dominer parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, etc. Ce sont des gens qui sont narcissiques, certes, mais avec des failles narcissiques, et qui ont besoin de prendre, si je puis dire, le côté solaire des belles personnes que vous étiez, parce que vous êtes certainement aussi une belle personne, Delphine. Oui, moi de toute façon mes amis m'appellent la radieuse, donc. Voilà. C'est très joli, et je rebondis sur ce que dit Brigitte, qui est absolument fondamental, c'est que ce sont des personnes, ce sont comme des trous, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous tentiez, ça va toujours tomber. Rien ne pourra jamais réassurer vraiment une personne narcissique, ça ne suffit jamais. Il faudrait que ces personnes-là puissent faire un travail sur elles-mêmes, mais malheureusement, comme le disait Freud, le pervers, c'est celui qui ne consulte pas. Exactement. Il m'a fait croire qu'il voulait consulter. Il m'a fait croire que ça allait s'arranger à chaque fois. J'ai toujours des excuses à n'en plus finir, mais en fait ça s'arrange jamais. C'est vraiment de la manipulation. Donc et ça c'est sans fin et c'est fatigant. Et là moi ça fait 3 ans que que j'ai réussi à me séparer de cette personne que j'aimais et j'arrive pas à remonter la pente. Ouais, c'est quand même compliqué. Ouais, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Et j'ai des phrases encore qui résonnent dans ma tête, et ça c'est compliqué. C'est compliqué. Je devrais consulter, mais je prends pas le temps de le faire, ni les moyens de le faire. Mais c'est vrai qu'on est vite tout en bas, quoi. C'est compliqué de remonter la pente. Absolument, et c'est pour ça que les témoignages précédents, de Véronique et Olivia étaient éloquents de ce côté-là. C'est-à-dire que vous voyez que le lieu du soin, c'est un lieu qui sauve, et c'est un lieu qui permet de repenser la vie. Donc moi je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver votre propre chemin. Et aussi peut-être une petite nuance quand même pour rassurer aussi nos auditeurs hommes, comme là vous êtes la 4e auditrice femme, parfois les hommes aussi sont victimes d'emprise. Ça je le dis, j'aimerais le dire. Je crois qu'on va en avoir un juste après, justement, Fabrice va témoigner. Delphine, écrivez déjà. Vous avez écrivé le soir quand essayez de prendre 5 minutes pour écrire les belles choses que vous avez faites dans la journée, et puis en face les 2-3 injonctions qui vous ont saboté, que vous avez pensé de vous, et qui, voyez, pour essayer et vous allez voir que si vous arrivez à faire ça tous les jours, peut-être que vous allez quand même tout doucement reprendre confiance en vous, parce que je pense qu'il y avait, même avant que vous rencontriez cet homme, il y a quand même un petit saboteur en vous, qui continue à faire son travail, et ça c'est pas bien. Bien sûr, preuve en est que vous ne consultez pas alors que vous souffrez. Ça c'est le saboteur qui parle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je peux dire une phrase que j'adore. Bien sûr, allez-y. Assieds-toi avec les gens heureux, tu verras, la discussion est différente. C'est très joli. C'est très joli. C'est de qui ? J'ai eu des conversations à n'en plus finir sur le malheur de la vie, et ça c'est épuisant. Donc voilà, bonne chance à tous et à tous, et surtout fuyez, partez vite. Merci Delphine. Allez, on fait une petite pause, et donc on va retrouver Fabrice, un homme pour vous, Samuel Doc. Parfait. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice est avec nous, Samuel Doc. Merci Fabrice de témoigner, parce que Samuel le disait tout à l'heure, il y a aussi des femmes perverses. C'est peut-être un tout petit peu différent, mais c'est parfois encore plus sournois. Donc, je suis ravie et Samuel encore plus, d'écouter votre témoignage. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Donc oui, en effet, j'ai malheureusement eu cette mauvaise expérience. En fait, ça fait une vingtaine d'années, j'étais en cours de plus ou moins me séparer.
je suis tombé sur cette femme vraiment par hasard, parce que c'était dans le cadre du travail. Oui. À l'époque, j'étais vendeur, ce qu'on appelle vendeur société, pour des véhicules. Et en fait, c'était une utilisatrice. Et je me revois encore sur le parking, justement, j'étais au téléphone. Et en fait, j'entends une voiture arriver derrière moi. Et là, je me retourne et je vois le pied, la jambe, enfin, puis plus je lève les yeux et plus je tombe sous le charme d'une femme magnifique. Donc on s'est revus après. Puis un soir, elle m'a invité chez elle. Donc moi j'étais en train de me séparer, oui. Ça tombait bien. Bien sûr. Et vous voyez, c'est important parce que vous étiez en train de vous séparer, donc vous étiez fragilisé. C'est toujours, vous voyez, quand on est en séparation, on est forcément plus fragile. Et donc vous étiez une proie idéale. Alors, je sais pas si j'étais une proie, mais en fait, si vous voulez, c'était vraiment le genre de femme qui était féminine, enfin voilà, absolument magnifique, qui avait un poste qui était directrice régionale dans un laboratoire pharmaceutique. Donc voilà, donc une femme d'une certaine prestance, qui correspondait tout à fait à mes critères, qui était complètement l'opposé de mon ex. Elle vous a ébloui. Ah oui, mais j'étais, je vous dis, j'étais subjugué. Donc on s'est fréquenté. Au début, moi je continue à rester chez moi. Après, il y a eu un clash chez moi. Je suis parti un dimanche soir où justement on avait passé le week-end ensemble et je l'ai appelé pour lui dire écoute, voilà, je suis rentré, ça a pété, j'ai pris mes chemises et puis je vais à l'hôtel. Elle m'a dit non, viens à la maison. Ok. Et en fait, ça a été rapide. Donc j'avais dit à mon ex, je te laisse dans la maison le temps que tu trouves un appartement, puisque on avait un enfant en bas âge, pour pas entre guillemets la mettre dehors. Et au bout de 3 mois, mon ex a retrouvé un appartement, donc je récupère ma maison, mais moi j'avais des chez elle. Et en fait, ça a duré 4-5 mois. On était même arrivé à un point, j'étais tellement omnibulé que j'étais prêt à vendre ma maison pour qu'on achète une maison en commun sur la côte bleue, à côté de Marseille. Et en fait, elle avait tellement d'emprise sur moi qu'elle a réussi à m'envoyer voir un psychiatre en me faisant culpabiliser sur le fait que j'avais quelque chose, j'avais un problème. Donc en plus, j'avais une fille en bas âge et mon ex, ça se passait très mal puisque on n'était pas encore passé au tribunal et grosso modo, elle me donnait la petite quand elle le décidait. Elle m'a fait faire des trucs complètement aberrants du style. Ma fille, elle avait 2 ans. Elle lui a acheté des t-shirts Christian Dior, des choses, mais c'était du grand n'importe quoi parce que cette femme était tout dans le paraître. Oui. Alors je vais rebondir, Fabrice. Elle aimait ça. Je me souviens, j'avais moi des clients sur Paris. Quand j'allais sur Paris, elle me dit tiens, est-ce que tu peux aller chez Chanel ou chez Dior pour m'acheter une pochette comme ci ou comme ça. C'était impressionnant. Alors moi j'ai vraiment vécu la même chose avec un patient que je recevais, mais lui malheureusement la relation a duré beaucoup plus longtemps et cette femme vampire, cette femme goule ressurgissait à chaque fois et c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire que sans cesse elle lui disait qu'il était fou, qu'il était malade, elle le culpabilisait en permanence, ce qui a fait qu'il est arrivé en thérapie avec moi et que j'ai pu me rendre compte que c'était pas du tout le cas et que c'était juste un homme extrêmement anxieux du fait des maltraitances psychologiques qu'il subissait et effectivement il payait des sommes astronomique, c'est-à-dire que en plusieurs années de relation, jamais elle ne l'a invité au restaurant, jamais elle ne lui a offert quoi que ce soit. C'était un portefeuille sur pattes et chaque fois qu'il ne voulait pas payer, il y avait cette culpabilisation qui apparaissait jusqu'au jour où elle est passée à la violence physique contre lui. Et là, il a pu s'en aller et quelque part, ça a engagé un processus d'ouvrir les yeux en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait ouvrir les yeux, vous, Fabrice ? En fait, donc. Moi, j'avais donc emménagé chez elle, comme je voyais ma fille, on va dire, une fois tous les 15 jours. J'avais même emmené les meubles de la chambre de ma fille chez elle. Et en fait, on était parti, alors sur le papier, c'était bien, on est parti faire une croisière dans les Caraïbes, on a fait les Grenadines. Et puis, je sais pas, les vacances sans plus. On rentre, on part 15 jours du côté de Montpellier où ça se passe pas top. Et donc cette femme en plus avait un enfant et elle me dit écoute, moi j'ai besoin de me retrouver avec mon fils. Donc son fils était imbuvable au quotidien. Il y a même une fois où en fait je me
souviens, on était dans ma cuisine, je m'attrape avec son fils, elle nous regarde pour voir ce que je vais faire. Est-ce que c'est lui qui prend le dessus ou est-ce que c'est moi? Donc j'ai chopé le gamin, je l'ai foutu par terre. Et en fait, elle m'a dit, après, ben voilà, j'ai voulu voir jusqu'où tu étais capable d'aller, voir si tu pouvais t'imposer. Enfin, voilà. Et je lui ai dit, quand je suis parti, j'ai dit, mais de toute manière, il n'y a aucun homme qui pourrait vivre avec toi. C'est pas possible. Voilà. Et en fait, ce qui m'a fait ouvrir les yeux, donc elle me dit qu'elle veut partir une semaine au Club Med avec son fils. Pas de problème, elle part. Donc moi, je reprends le taf. Et donc à l'époque, j'étais toujours dans l'automobile et je me revois. J'étais en costume cravate. Et je vais voir mon chef des ventes. Je lui dis, est-ce qu'à midi, je peux prendre le camion? Je lui dis, j'ai 2-3 meubles à déménager. Il me dit, ok. Je suis parti donc d'Aix-en-Provence. Donc j'étais en costume cravate. Je suis allé à Marseille. J'ai déménagé tous les meubles de ma fille, dont une commode en chaîne que j'ai pris sur le dos. Enfin, donc j'ai rempli un camion. Je suis allé de l'autre côté de l'étang d'air. J'ai tout déposé chez moi. Je suis retourné à la concession. Je suis arrivé, j'étais en nage. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, t'inquiète, je t'expliquerai. Et le soir, je me souviens, quand je suis revenu dans ma maison, que je me suis assis dans mon canapé, un ouf de soulagement. Ah ouais. Et en fait, donc je suis allé voir après mon médecin traitant. Je lui ai expliqué les cachets, les filles. Il me dit, ok, bon, tu te sépares, tu le vis mal, tu prends des cachets, etc. Bon, tu te sens mieux? Ben non. Tes problèmes sont résolus? Ben non. Donc il me dit, ben, les cachets, tu les jettes, et c'est le temps qui va aller. Mais ça a vraiment été, je vais pas dire horrible, parce que voilà, j'ai pas été maltraité, etc. De toute manière, je me serais pas laissé faire, mais psychologiquement, d'avoir en fait, on aurait dit une menthe religieuse. Voilà, c'est un peu la figure de la veuve noire, bien sûr. C'est ça. C'était il y a combien de temps? Il y a 20 ans. Ah oui. Ouais. Il y a 20 ans de ça, et en fait, je fréquentais. J'avais une relation, alors j'étais pas marié la première fois, j'ai une relation avec ma secrétaire de l'époque. Quand je suis tombé sur cette femme, donc ma secrétaire, je lui ai dit, écoute, stop, on arrête, j'ai trouvé quelqu'un, enfin bref. Donc en plus, elle m'a fait la misère. Et ma secrétaire est revenue me chercher, et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est mariés, et on a un enfant de 14 ans. Oui, mais vous avez, je pense que vous avez, la chance que vous avez, c'est que vous étiez pas trop fragile quand même. Vous étiez fragile parce que vous étiez en pleine séparation, mais il y a quand même chez vous une assez bonne capacité à réagir. Hein. Et elle était pas réelle. Enfin, c'est une personne toxique, mais qui n'était pas réellement perverse. Je crois que c'est plus quelqu'un, je sais pas, borderline ou quelque chose comme ça, qui vous a vampirisé. Je crois que le terme est exact. Mais c'est pas quelqu'un de, c'est pas une perverse narcissique au sens qu'on entend souvent. Voilà. Il me semble. Hein. Mais en tout cas, elle vous a bien, j'allais dire un terme, sucer la moelle, mais ça pourrait être mal interprété. Mais elle m'a usé, quoi. Psychologiquement, je vous dis, aller voir un psychiatre, j'ai dit non, enfin. Ah oui, parce que c'est elle qui aurait besoin d'un psychiatre, mais en fait, elle projetait. Regarde, c'est pas normal, ta fille en plus, tu la vois pas souvent, donc faut lui acheter des belles choses et pas. Oui, ok, oui. Enfin, mais ça a été fou. Bah voilà, c'est fou. Et d'ailleurs, il y a un livre de Harold Searles qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou. Il faut un sacré effort pour rendre l'autre fou. Vous voyez? Donc là, heureusement que vous avez pu vous libérer de cette relation. C'est elle qui était folle, hein, c'est clair. Et donc, dans ces cas-là... En fait, il fallait que tout tourne autour d'elle. C'est vrai que elle connaissait des gens du côté d'Aix-en-Provence qui avaient certains moyens, etc. Et je voyais que quand des fois on était en soirée, il fallait que tout le monde gravite autour d'elle, parce qu'elle dégageait quelque chose. Vous voyez, déjà, elle était très jolie, mais en fait, elle aimait que les gens soient autour d'elle, que ce soit le centre de la soirée. Bah oui, voilà, ça parle encore une fois de cette fêlure. Et elle est jamais revenue vers vous, il n'y a jamais eu de suite, vous avez jamais su ce qu'elle était devenue? Voilà, là encore, vous voyez, c'est ce que dit Brigitte, c'est-à-dire que si elle avait été vraiment une personnalité narcissique pure, elle vous aurait pas lâché comme ça. Et heureusement pour vous que c'était pas le cas. Ouais. Et puis... Merci de ce témoignage, Fabrice, parce qu'on voit bien aussi que les hommes peuvent subir ce genre d'emprise. On fait une petite pause, on se retrouve pour le sexo-conseil. On va parler de la nécessité d'être un individu pour avoir une bonne sexualité. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
le sexe au conseil. Alors, Samuel Doc, il faut être un individu si on veut avoir une bonne sexualité. Alors là, comme ça, ça paraît quand même un petit peu bizarre ce que je suis en train de dire, parce que normalement, la sexualité du couple, ça se fait à deux. Mais en effet, pour que l'harmonie soit réelle, il faut d'abord que chacun soit un individu bien en phase avec son identité sexuelle. Sinon, il risque fort d'y avoir l'un des deux partenaires qui va subir, si je puis dire, le désir de l'autre, puisqu'il ne sait pas assez s'affirmer dans son identité, ou alors il va y avoir des règlements de compte, parce que pour avoir un désir sexuel ou pour pouvoir le provoquer chez l'autre, il faut être soi, il faut être à l'aise dans son corps, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. En quelque sorte, être bien dans son corps pour rencontrer le corps de l'autre. Absolument. C'est pas si simple, parce que la fusion, elle est parfois enfouie dans notre imaginaire, mais c'est une utopie, parce que quand on se retrouve sexuellement, on voit quand même malgré tout sa sexualité et on fantasme sur ce que l'autre vit dans la sexualité qu'on est en train de vivre tous les deux, mais on ne sait jamais exactement ce que l'autre vit, et ça c'est quand même une chose qu'il faut accepter. Je crois que c'est Lacan qui disait il n'y a pas de rapport sexuel, c'est ce qu'il voulait dire en fait, c'est que chacun vit son rapport sexuel. Exactement. Et voilà, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'harmonie, mais pour que l'harmonie soit là, il faut accepter cette réalité-là, et c'est pour ça que c'est si compliqué la sexualité du couple, parce que ça demande beaucoup d'individualité et de travail et de compréhension et de communication. Voilà, on ne rencontrera jamais le partenaire idéal sexuellement, et donc il faut faire avec. Absolument, et on est toujours face à une étrangeté, l'étrangeté du corps. Comment rencontrer l'étrangeté de l'autre quand on n'arrive pas à rencontrer celle qui nous est propre? Donc oui, c'est un travail, et c'est un travail qui n'a pas de fin, c'est le travail d'une vie, le désir. Voilà, donc à chacun de reconnaître ses limites et de les respecter, et de respecter évidemment les limites de l'autre. Et j'aime bien cette formule qu'avait inventée Sylvain Mimoun, la sexualité du couple, c'est un égoïsme partagé. C'est assez joli. Très très beau. Et c'est bien ce que ça veut dire. Et puis nous avons Pauline maintenant qui témoigne. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Pauline, bonjour. Bonjour, quelle voix dynamique. Merci. Écoutez, je me suis reconnu pas mal de choses dans les témoignages précédents. Je ne sais pas ce que je pourrais apporter de plus, sinon de dire que ce qui m'a interpellée... déjà, vous apportez qu'on peut s'en sortir et aller bien, parce qu'on l'entend à votre voix, tout va bien aujourd'hui. Oui, je me suis bien accrochée à la vie pendant cette relation, parce que c'est vrai qu'elle était très enfermante et un peu mortifère. En fait, c'était une relation, je dirais, toxique. Mon compagnon, avec qui je suis restée 10 ans, avait des mécanismes pervers, sans être un vrai pervers, mais par exemple, il me rabaissait, il me valorisait jamais, et surtout, en fait, il refusait la discussion. Ah oui. Alors, il m'a isolée d'une certaine façon dans ma maternité, puisqu'il n'était d'aucun soutien. Ce qui fait que j'ai vécu mes 2 maternités difficilement, surtout les premiers mois où on a besoin d'être soutenu. Et il refusait la discussion. Et moi qui adorais discuter et comprendre et revenir sur les choses, un peu de manière obsessionnelle, c'est vrai, mais lui, en le refusant, ça me rendait folle. Et je n'arrivais plus à un moment donné à faire la différence entre ce qui m'appartenait, ce qui était j'avais besoin de comprendre la part de chacun, en fait. Et où il refusait, où il projetait sur moi, en me disant que tout était de ma faute. Et j'arrivais plus à faire la distinction, entre ce qui venait de moi et ce qui venait de lui, à un moment donné. C'est bien dit, ça, c'est une belle formule. Je n'arrivais plus à faire la distinction de ce qui venait de moi et ce qui venait de lui. Ça aussi, ce brouillage des limites entre soi et l'autre, ça c'est vrai que c'est quelque chose. Et puis le refus du dialogue, le refus de la discussion. Est-ce qu'on n'y ajouterait pas aussi le fait que ce sont parfois des personnes qui ne s'excusent jamais? Ils sont jamais en tort. Jamais. Jamais. Parce que ce serait reconnaître en fait la fêlure narcissique contre laquelle ils se défendent. Mais il s'excuse pas. J'ai l'impression que dans votre cas, c'est quelqu'un qui avait une assez mauvaise estime de lui-même et qui se protégeait en vous rabaissant, en quelque sorte.
Ah bah certainement. Il était très narcissique, tout tournait toujours autour de lui et de sa façon de vivre, de sa façon de penser, et c'est une faille, hein, bien sûr. Il était tout sauf dans l'altérité, en fait, voilà, clairement. Oui. Et en fait, ça a été thérapeutique un peu parce que j'ai souffert, hein, donc c'était dur, c'était long. Mais à la fin de cette relation, j'ai su ce que je ne voulais plus. Alors qu'avant, Alors, sans doute que, sans vous en rendre compte, vous l'aviez choisi parce que vous êtes un peu sauveuse, il me semble. Oui, sauveuse, et je me suis rendu compte aussi que dans cette relation, je rejouais quelque chose de toxique que j'avais moi avec mes parents. Absolument. Dans la relation avec mes parents. Un peu des deux d'ailleurs. Et ça c'est sûr. Et du coup, mon insécurité affective, elle a fait que je me suis accrochée à lui. Et là, pour le coup, j'ai dégusté, parce que là, il me fermait les portes de tout, hein, de la libido, de la sexualité aussi. Hein. Ah bah oui, et les personnes qui ont le syndrome de l'enfant thérapeute dont j'ai pu parler dans mon livre, ou le complexe du sauveur dont parle Hélène Vecchiali dans un de ses livres aussi, ce sont de très bonnes proies, hein, et elles vont y aller, quoi. C'est-à-dire que l'angoisse de l'autre va les appeler, et l'angoisse que le pervers ne perçoit pas forcément, et sans arrêt on va essayer d'aider l'autre contre lui, malgré lui, presque pour se réassurer soi-même. Et c'est là qu'il y a un bénéfice secondaire. Mais oui, vous faisiez un peu une proie idéale, surtout si vous étiez entouré de personnes par le passé, père, mère, frère, sœur, qui étaient vulnérabilisés et que vous aviez dû aider. On vous avait appris que aimer, c'était aider l'autre. Alors que c'est pas ça, aimer. Et aussi de se laisser maltraiter. Ah bah oui. Mais aider tout le temps l'autre et ne pas être aidé soi-même, c'est déjà une maltraitance, vous savez. Quand on parle de négligence, c'est déjà ça. C'est vrai. Oui, et je pense qu'au début, vous avez pensé que vous l'aimiez tellement que vous alliez l'aider à aller mieux, En tout cas, vous aviez senti sans doute cette faille qu'il y avait en lui. Et puis, après, ce qui est compliqué aussi, c'est que vous étiez parents, hein, si j'ai bien compris. Donc, on reste aussi pour les enfants, on reste aussi parce qu'on forme une famille. Et puis, on continue, on donne, et on s'épuise, quoi. Oui. Alors, je pense que j'aurais pas eu le problème de partir avec les enfants parce que j'ai pas cette idéalisation de la famille. Mais alors, vous êtes resté pourquoi ? Parce que j'arrivais pas à me séparer. Ouais. En général, j'arrive pas à me séparer. Encore aujourd'hui, hein, j'ai quand même des restes. Mais là, je suis tombée avec quelqu'un après qui est bien, alors, qui est bienveillant. Mais quand même, j'ai encore un truc à travailler, c'est le fait que j'ai choisi un père. Un bon père, je pense. Oui. Vous êtes dans la dépendance affective, hein, si on veut, un peu, sans doute. Ce qui veut peut-être dire que vous aussi, à votre manière, vous exercez peut-être, et c'est là qu'on retombe sur le sujet de notre émission c'est vous-même un peu d'emprise au final, puisque vous assignez l'autre à un rôle, vous voyez ? Oui. C'est que vous aussi, et c'est pour ça que j'aime le sujet de cette émission d'aujourd'hui, c'est que ça montre que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas bourreau contre victime, et que dans les situations d'emprise, c'est très subtil, mais parfois, c'est une co-emprise, vous voyez ? Et je dis ça sans jugement, vraiment, je vous assure. Non, je suis un petit tyran, hein, je le reconnais. Ah, bah voilà, c'est le mot-clé. Aïe. Je vous ai passé à jour, Pauline. Oui, je suis pas dupe, hein. Je sais que ça c'est... Oui. C'est peut-être... Oui. Et c'est vrai qu'avec celui-là, j'ai plus de... C'est pas dominant-dominé, hein, mais c'est... J'ai besoin de réparer sûrement encore avec cette relation-là. Oui, c'est lui qui joue au rôle de sauveur, là, visiblement. Oui. Hein ? Un peu. Bon, donc père, il a choisi, et puis écoutez, il vous répare, et vous êtes assez lucide dans ce que vous nous dites pour qu'on pense bien que vous ne soyez absolument pas en train d'être toxique vis-à-vis de lui. Donc c'est une relation où quelque part vous donnez certainement aussi beaucoup. Oui. Donc tout va bien. Oui, ça va. On fait ce qu'on peut, hein. Vous savez, si c'était si facile, on ne serait pas des êtres humains. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Pauline. Je crois qu'on a maintenant un autre témoignage et on va donner la parole à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Christophe. Alors mon histoire elle va être simple, hein. Je suis resté 8 ans avec une personne, j'ai eu 2 enfants avec cette dame. Ouais. Et malheureusement, on va dire, je ne vois plus mes filles depuis 5 ans. On vous empêche de les voir parce que... Non, c'était pire que ça. On va dire, j'ai voulu, faire
mon rôle de papa. J'ai puni ma fille aînée, qui avait à l'âge 14 ans à l'époque. Et le nouveau compagnon de madame est policier, au PJ. Il faisait partie de la brigade des mineurs. Et je me suis retrouvé en garde à vue. Mais qu'est-ce que vous aviez fait pour punir votre fille, pour vous retrouver en garde à vue? J'ai puni ma fille parce qu'elle est rentrée à 22h30 le soir à l'âge de 14 ans et demi. Et on va dire, elle a été punie de téléphone. Ah, c'est tout? Juste une punition de téléphone? Oui, mais disons, la maman, elle reproduit à l'identique ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, c'est-à-dire que sa mère l'avait coupée de son père. Et elle fait la même chose avec mes filles. Mais attendez, Christophe, qu'on comprenne bien, que nos auditeurs comprennent bien. Vous êtes retrouvé en garde à vue parce que vous avez privé votre fille de téléphone? Oui, parce juste que pour ça? Non, parce que ma fille a menti contre son papa à la demande de sa maman. Elle a dit quoi? Donc, comme quoi je l'avais tapé. Ah, voilà. Bien sûr, aucune trace, hein, parce que la maman l'a fait voir un médecin, mais comme son nouveau compagnon est policier, il a fait intervenir ses collègues à la maison. Oui. Donc ça veut dire que la mère de votre fille est particulièrement perverse, là. Oui, bien sûr. Et tout le monde le sait. Même le médecin traitant, on va dire, qui suivait mes filles, on va dire, quand elles étaient petites, parce qu'après la maman, bien sûr, quand elle n'arrive pas à ses fins, elle change. Donc, je savais que la maman avait un problème parce qu'elle a fait la même chose. Elle est infirmière libérale maintenant. Et donc, elle était associée. Et elle a fait la même chose à son associé. Donc, son associé était voir un médecin. C'était le même médecin que mes filles. Et quand je l'ai su, il lui a dit de fuir la mère des filles. Donc, j'ai appelé ce médecin pour lui demander ce qu'on faisait pour mes filles. Il m'a dit, on ne peut rien faire, elles n'ont pas de traces physiques. Oui, d'accord, mais puisqu'il n'y a pas de traces physiques, il n'y a pas de preuve non plus que vous l'ayez tapé. Donc, ça va dans les deux sens. Oui, dis-moi. Je ne suis pas policier. Oui, j'entends bien, mais cet homme, alors soit il est sous emprise soit il est sous emprise de votre ex, soit il est lui aussi pervers. Je pense qu'il est pervers aussi parce qu'il a récupéré sa fille. Alors on sait pas nous, hein, donc on est toujours très prudent. Ce que je peux vous donner quand même comme conseil, Christophe, quand on a puis là j'entends bien que vous avez envie de voir vos filles. Quand on a ce genre de problème, il faut des preuves parce que. Mais les preuves on les a. Hein. Il y a eu des rapports psychologiques, des enquêtes sociales. Alors, les premières études psychologiques montrent que la maman est manipulatrice, inductrice, peu rassurante et qu'il faut à tout prix une garde alternée pour pas qu'il y ait une alliance des filles avec la maman. Oui, alors si vous avez les preuves, avec un bon avocat, vous allez vous en sortir. Mais non, on est passé devant la juge, elle n'a tenu compte d'aucun des rapports. Et le dernier rapport psychologique qui a été demandé justement après ma garde à vue, parce que la maman, j'avais une garde alternée. Et donc, pour plus j'ai la garde alternée, elle a fait appel à son avocat, on est passé devant le juge des affaires familiales. Et là, il y a une demande d'études psychologiques. Dernière étude psychologique qui démontre que la maman et les filles sont toxiques. Et moi, psychorigide avec trop de valeur. Alors j'ai demandé à la psychologue pourquoi j'étais psychorigide et pourquoi trop de valeur. Elle m'a dit, dès lors que vous mettez des barrières à vos enfants, vous êtes psychorigide. Elle m'a dit, mais ça s'appelle l'éducation. Et elle me dit, avec trop de valeur, parce que dans le monde actuel, il n'y a plus de valeur. Et vos filles vont choisir leur mère, parce que chez elles, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et maintenant, ma maman a fait son travail comme il faut. Elle a coupé mes filles aussi de leurs grands-parents maternels. L'aînée a 14 ans, hein, c'est ça? Non, avec 14 ans et demi. Et maintenant, elle a 18 ans et demi. Ah, bah donc elle va être elle peut choisir ce qu'elle fait. Elle va être majeure, donc elle pourra Elle est majeure. Oui, Elle est majeure. Elle est majeure. Elle a 18 ans et demi. Oui, d'accord. Donc elle peut revenir vers vous si elle le désire. Oui, mais malheureusement, ma fille aînée, on va dire, une fois qu'on est repassé devant le juge des affaires familiales, donc on m'a octroyé un droit de visite un samedi tous les 15 jours en dehors de la maison parce que la belle-mère est trop présente. Oui, mais Christophe, tenez bon, hein, dans ces histoires, on sait à quel point c'est difficile et à quel point, quand on a affaire à des personnes qui sont perverses, elles ont toujours un coup d'avance sur nous. Donc il faut que vous soyez, que vous continuez à tenir bon et normalement, à un moment donné, je pense que vos filles vont revenir vers vous. Ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être que dans quelques années, mais c'est en général comme ça que ça se passe. Nous, malheureusement, là, on peut rien dire de plus. Dire peut-être quand même que si vraiment les choses sont douloureuses, même si j'entends bien que vous êtes tombé sur des psychologues qui vous ont blessé, jugé, enfin, bon, peut-être trouver un espace pour vous, peut-être déjà reconstruire cette individualité qui a été tellement blessée, trahie, meurtrie, pour pouvoir trouver vous du souffle, vous des ressources, pour que la vie vaille la peine d'être vécue tout de même. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, Christophe. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Samuel Doc, je parlais au début de l'emprise des parents, hein, qui était, enfin, je disais une emprise généralement bénéfique, mais qui peut être aussi parfois maléfique. Et je crois que c'est un peu ce qu'a vécu Mathieu qui nous rejoint. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Samuel Doc était avec nous. Samuel Doc, ouais. Je vous en prie. Enchanté Mathieu. Enchanté. On vous écoute Mathieu. Je suis un peu ému de vous avoir, et même si je vous écoute tous les jours et que beaucoup de sujets m'intéressent et m'affectent. Moi, je voulais parler de l'emprise des parents, oui, parce que sur des parents un peu toxiques et on va dire toxiques et qui ont une emprise sur vous par rapport à leur autorité, leur manque d'amour et d'affection. Plus de ce côté-là. C'était plus comment dire, il y avait que le boulot qui comptait chez eux. Et j'avais plus l'impression d'avoir des patrons que des parents. Oh là là. Voilà, et avec une fratrie un peu déchirée, et cette emprise, je sais pas comment dire. Elle éteint votre élan vital, elle éteint votre joie de vivre, cette emprise, oui, je pense. Elle éteint notre joie de vivre et notre élan, mais c'est surtout que vous apercevez plus tard que vous êtes mieux dehors avec des amis ou des potes ou ailleurs loin de chez vous que chez vous, quoi. Et quand vous avez ce ressenti, ça fait bizarre et vous vous dites que c'est pas normal d'avoir en tant qu'enfant, je parle. Mais bien sûr, parce que dans l'enfance, on se rend pas compte de tout ça et parce qu'on dit toujours, vous savez Mathieu, on dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille, mais l'enfant que vous êtes, que vous avez été et que vous êtes encore, parce qu'on est toujours encore un peu un enfant et heureusement d'ailleurs, eh bien vous les avez aimés ces parents, et vous les avez aimés de tout votre cœur et puis vous avez eu comme réponse un dressage, si je puis dire. Oui, c'est exactement ça, c'est un dressage avec un manque total de beaucoup de choses, d'ouverture d'esprit, d'amour, d'affection. On était entre nous, tout le reste c'était pas bon, ils étaient nuls, c'était, je sais pas, c'est un manque d'ouverture d'esprit de beaucoup de choses et qui fait qu'on est dans un cocon pas très sain et un peu toxique qui nous met des barrières sur beaucoup de choses et sur beaucoup de peurs en fait. Et ça nous forme, ça nous met dans beaucoup de peurs et beaucoup de manques qui après se répercutent quand vous grandissez en faisant des erreurs dans la vie. Bien sûr. Voilà, et après, vous trouvez, je vais vous dire pourquoi, parce que quand je vous dis, il y a plein de sujets qui m'affectent et qui m'intéressent. Je suis Brigitte depuis très longtemps, et vous voyez, il y a une autre emprise où je me suis un peu, comment dire, j'étais addict à l'herbe, voilà, pendant plus de 20 ans, où j'ai trouvé mon réconfort là-dedans pour m'échapper. Et votre mal-être, bien sûr. Ouais, pour le mal-être et pour, je pense aussi, on va dire, relativiser et être plus posé dans ma tête pour pas rentrer dans une forme de délinquance ou de violence. Pour avoir. Vous savez, Mathieu, quand on a manqué d'amour et qu'on est très sensible, et c'est forcément votre cas, sinon vous n'auriez pas envie de témoigner. Eh bien, on est être aussi sensible et fragile que ça. La sensibilité, ça peut être une fragilité, mais ça devient une force une fois qu'on a un petit peu travaillé dessus, hein. Donc vous allez peut-être encore un besoin d'y travailler, mais c'est aussi une force, la sensibilité, parce que ça nous permet d'avoir de l'intuition, ça nous permet d'être
capable de comprendre très vite l'autre. Enfin, c'est plutôt, enfin, moi je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est devenu une force, ma sensibilité. Hein. Donc soyez confiants. Non, je crois que quand on a été, quand on est très sensible et qu'on n'a pas été suffisamment compris dans sa sensibilité, oui, on peut devenir très agressif et très violent. Exactement. Et c'est vrai que le cannabis a cet intérêt malheureux d'anesthésier quelque chose de ces douleurs, de cette vie psychique et de ces mauvais souvenirs qui reviennent. Mais quand vous étiez petit, est-ce qu'il y a eu des éducateurs, est-ce qu'il y a eu des personnes, je sais pas, à l'école ou quoi, qui ont alerté un petit peu sur ce que vous viviez? Est-ce que quelqu'un a pu dénoncer cette situation? Non, pas trop, parce que je suis le dernier d'une grande fratrie et où il y a eu des choses, des sujets un peu bizarres, un peu malsains. Au tout début, avec les grands, voilà, comme des petites situations d'inceste, je pense. Raison de plus pour dénoncer ça, hein. C'est pour ça que j'en parle, oui, c'est pour ça que je parle de dénoncer ça. Oui, mais quand vous êtes dans un milieu où très autoritaire, où il n'y a que le travail qui prône et que vous grandissez dans une atmosphère toxique, maltraitant. maltraitant, dans la violence, parce que j'avais quand même deux frères qui eux sont partis plus là-dedans dans la violence que autre chose. Oui. Et moi, c'est pour ça que je ne renie pas mes années de fume, parce que pour moi, ça m'a aidé à relativiser, à être plus cool et avoir un recul sur beaucoup de choses et surtout sur tout ça. Mais voilà, jusqu'au jour où j'en ai eu marre et que au lieu de fuir et de cacher les vérités, j'ai voulu les affronter, sauf que bon, c'est très dur de les affronter, c'est très dur de... Vous avez quel âge? À quel âge tout d'un coup vous prenez votre destin en main? Il y a 2 ans. C'est tout frais. 42 ans? Ah, vous avez 42 ans? Le fameux 42 ans. Oui. Alors Brigitte, je vais vous dire un truc, j'en ai eu tout le temps conscience. Voilà, c'est pour ça que des fois je suis peut-être trop dur avec moi et je suis comme ça. Il faut que je me mette des grandes claques et que je me fasse vraiment mal pour avancer et pour comprendre les choses. Mais j'ai tout le temps eu ce recul et cette conscience et ce regard à part. Cette lucidité. Ouais, ce regard à part pour pas faire les mêmes conneries que les autres et pour pas, on va dire, sombrer. Mais j'avais déjà arrêté de fumer pour une séparation avec la mère de mon fils, où bizarrement, c'était un choc et une déchirure de m'éloigner de mon fils et aussi la séparation très dure. Mais ça n'a pas duré, j'ai pas perduré, sauf que après, à reculer et à voir que ça arrangeait pas les choses et surtout à vouloir être dans l'évolution, dans la lumière et de s'éveiller et de vivre. Moi, mon but, c'est de vivre et de vivre en paix avec moi-même et avec les autres et d'avoir cet esprit tranquille pour comprendre tout ce qui se passe et savoir ce qu'on veut et où on va. Et ça m'a pris à 2 ans, ouais. Ça m'a pris à 2 ans et j'espère que je vais perdurer, même si je vous dis, je ne renierai pas mes années de cannabis, sauf que je pense pas que ça soit une... Je prends, à l'heure actuelle, je prends conscience qu'il y a autre chose, même si je le savais, mais sauf que je prends conscience qu'il y a autre chose et que c'est plus sain et que c'est mieux pour la tête, le corps et l'entourage. Et j'essaie de faire face à mes peurs et j'ai un problème avec l'amour, quoi. Oui. Après le cannabis et après la brusquerie, essayez la douceur. Essayez cette douceur. Mais c'est ce que je fais, ouais. Et surtout la douceur à votre propre état. Vous savez, Mathieu, vous avez tout dit, hein, vous avez dit j'ai peur. Mais j'ai peur de l'amour. Oui, mais la peur, c'est l'opposé de l'amour, hein, de toute façon. Je sais. Bon, mais vous avez quand même, alors est-ce que c'est un ange gardien, est-ce que c'est la foi de vous-même? Il y a quelque chose quand même en vous qui tient, hein, une sorte de gouvernail qui malgré tout vous empêche d'aller jusqu'au précipice. Hein. Donc faites-vous un peu plus confiance et puis tous les soirs en vous regardant dans la glace, dites-vous que vous vous aimez. Et quand vous serez un peu plus lucide sur cette capacité que vous avez de vous aimer et sur cette sensibilité qui généralement plaît énormément aux femmes, vous aurez un peu moins peur. Et puis, à un moment donné,
elle va croiser votre route, et puis voilà. Ouais, mais elle a déjà croisé, sauf que j'avais rencontré une personne. Bon, ouais, et si vous avez, attendez. Très dur. C'est très très dur d'être avec une belle personne et une belle âme et d'avoir fait des choix qui nous ont un peu, voilà, par peur d'être aimé, par peur d'aimer. Oui, vous avez préféré rompre plutôt qu'être heureux, mais c'est normal, vous n'avez pas été heureux dans votre enfance, donc. Mais peut-être que vous allez répéter cette erreur encore une ou deux fois, et puis à un moment donné, vous arrêterez d'être con et vous pourrez aimer et être aimé. Non, je pense pas, parce que je fais pas 10 fois les mêmes erreurs, mais. Bah alors, raison. Vous voyez, donc ce sera une fois, peut-être encore une fois, mais. Oui, mais les femmes aussi, c'est compliqué. C'est un autre sujet, mais les femmes aussi ont peur. Les femmes aussi ont peur. Tout le monde a peur. Et puis les hommes aussi peuvent être compliqués. Ça, croyez-moi. C'est quand on prend. Oui, c'est un sujet où c'est un peu ambivalent, mais ça c'est un autre sujet, vous voyez, parce qu'en n'ayant aucun repère et aucun équilibre et aucun exemple et aucune discussion et aucune éducation sur quoi que ce soit, vous j'ai quand même, Mathieu, j'ai quand même visiblement été votre maîtresse pendant quelques années, hein, il me semble. Vous et vos émissions, oui. Et mes invités, voyez. Vous, vos émissions et vos invités qui alors sont d'une aide incroyable. Et ça et la spiritualité et les praticiens que je vois dans plusieurs domaines où qui sont formidables et qui, je pense, font du bon travail et qui m'aident beaucoup. Mais oui, vous avez été un repère, mais on se construit tout seul et des fois on n'a pas comment vous dire. On n'a pas les bonnes cartes en main pour se construire sereinement et sainement. Voilà. Eh bien, je vais vous donner la phrase qui va vous aider puisque vous êtes aussi dans la spiritualité. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et quand l'élève est prêt, la maîtresse arrive. Voilà. Vous allez le rencontrer, l'amour, je crois. Vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Je crois moi, je m'inquiète pas pour vous, Mathieu, vu le travail que vous avez déjà fait. Eh bien, on a parlé d'emprise et je crois qu'on a dit des choses assez justes, suivant les témoignages qu'on a eus, évidemment. Et merci beaucoup, comme toujours, Samuel Doc. Merci à vous. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Enfant Thérapeute. C'est votre dernier livre où vous parlez vous-même, hein, bien sûr, de l'emprise dans ce livre, aux éditions Plomb. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour votre avenir. Et puis demain, nous serons avec Bruno Clavier. On va revenir sur les abus sexuels et on va parler du corps, surtout comment se réapproprier son corps. Sud Radio, votre avis fait la différence.